y a avec nous aujourd'hui ici Ali Idrissi, qui est un consultant principal chez MAAI Consulting Group. Non. C'est pas lui. Le directeur général d'Optima Finance Consulting. Et surtout, les autres qualités sont accessoires. Ici, il est surtout titulaire d'un doctorat en économétrie de la finance de l'université chère à Paris-Dauphine, et d'un DEA en marché et intermédiaire financier de l'université de Toulouse 1. Il y a également parmi nous Madame Salima Benani, qui est une consoeur et qui a un certificat de banque islamique agréé par le Conseil général des banques et institutions islamiques et également par le Conseil français de la finance islamique. C'est un grand sujet, l'intervention dans les pays européens sur les questions musulmanes. Et également parmi nous, M. Mohamed Boulif, qui est également consultant international auprès de Al-Ma'ali Islamic Finance Consulting, directeur général d'Al-Ma'ali Global Islamic Finance, et professeur à l'Université Paris-Dauphine et expert financier au comité de Sharia du Conseil français de la finance islamique. Si vous me le permettez, je voudrais en 3 ou 4 mots introduire donc la thématique de ce deuxième panel, puisque cela traite de marché, de risque et de comptabilité, pour dire en quelques mots, très rapidement, je ne serai pas long, que la finance islamique représente aujourd'hui un marché de 1000 milliards de dollars, et les actifs financiers islamiques progressent de 15 à 20% par an depuis 5 ans, ce qui est énorme. Un taux de 15 à 20% est de nature à révolutionner, puisque au-delà d'un taux à 2 chiffres, l'accélération est très rapide. Les fondamentaux, ça a été dit, de la finance islamique, c'est que ces financements ou ces investissements sur les marchés respectent les principes de financement et d'investissement éthiques et proscrivent 3 choses essentielles: l'intérêt, l'incertitude et la spéculation. Ils ont un intérêt particulier, et je ne suis pas étonné, comme ça a été dit tout à l'heure, que aussi bien, en tout cas Madame Lagarde, qui avant d'être au FMI était ministre des Finances en France, a constaté que les marchés de matières premières devenaient fous, en ce sens que la spéculation sur ces marchés, les anticipations sur ces marchés, faisaient une denrée aussi rare que le pétrole, alors que tout le monde avait souscrit à des produits à couverture à terme, pour se protéger contre un pétrole surenchéri. En 2008, ce pétrole est tombé à 40 $ et a coûté, pardon, 34 $. 34 $. Et a coûté, alors qu'il était prévu à 200. Les gens se sont couverts à 200. Et il a coûté 34 $, ce qui a ruiné beaucoup de gens qui étaient dépendants de ces produits. Et Mme Lagarde avait promis une enquête sur ce sujet, je ne sais pas, on n'a jamais vu les résultats. Les soukouk, des prix comme l'équivalence d'émission d'obligations, sont bien conformes à la charia, et ils sont présentés comme des certificats d'investissement, c'est-à-dire du quasi fonds propres, et avec un revenu évidemment variable. Ils sont structurés de façon à pouvoir être cotés sur les marchés financiers, et à ce titre, on peut noter la multiplication du recours au soukouk par les entreprises occidentales. General Electric, et Goldman Sachs, n'est-ce pas, ont procédé, ont recouru au soukouk pour des montants respectifs de 500 millions et 2 milliards de dollars pour l'année. Ceci pour planter le décor sur la question du marché. Sur la question des risques, très rapidement encore une fois, on recense à peu près 11 risques dans le domaine bancaire, 11 risques principaux. Bien évidemment, dans la banque conventionnelle, le principal risque est le risque de taux. Évidemment, celui-ci n'est pas porté et ne concerne pas les banques islamiques. C'est un grand avantage dans
le modèle, mais de l'autre côté, sur les autres risques, c'est-à-dire que le risque de taux est majeur, hein, puisque dans les banques conventionnelles, le produit est d'abord sur les taux. Là, c'est la marge d'intérêt qui fait l'essentiel du produit. Et ce produit est aléatoire puisque les taux sont aléatoires. Par contre, de l'autre côté, chez la finance islamique, on n'a pas ce risque, mais on a d'autres risques qui ont trait aux adossements. On a dans la finance islamique un risque de stock, puisque la banque acquiert des biens et il faut les écouler. Il y a un risque de rentabilité, puisque les résultats de la banque sont en fonction de la profitabilité de ses clients. Elle est liée. Il y a une prise de risque. Elle évolue de toute façon, elle est annoncée, elle n'est pas cachée. Ce sont les cas de la Modarabat et de la Moucharek. Il y a un risque d'investissement, puisque la banque porte le risque de perte de ses apports quand elle prend des participations. Il y a au jour d'aujourd'hui des risques plus ponctuels. C'est-à-dire c'est dans l'état de développement de la finance islamique, il y a un risque de concentration, puisque les clients ne sont pas encore suffisamment développés. Et il y a surtout, en l'état du droit, ça a été dit tout à l'heure par notre conférencier du tunisien, en ce sens que le risque juridique est porté par tout investissement qui risque de ne pas être conforme à la charia. Dès lors qu'il y a non-conformité, il y a évidemment un risque juridique sur les obligations des créanciers et des débiteurs. On peut considérer, et là c'est plutôt un point de vue de banque conventionnelle ou de trader, qu'il y a, que je ne partage pas forcément, mais je l'expose, il faut être exhaustif, il y a un risque de marché dans le sens où les possibilités de couverture auxquelles a recours un trader habituel sont interdites en finance islamique, puisque, et ça je pense que il est important d'aller vers cette interdiction de produits de couverture, de produits dérivés qui n'ont aucune contrepartie réelle. Les produits sans contrepartie, c'est des enrichissements sans cause. Les enrichissements sans cause tuent le travail et tuent l'économie, in fine. Il y a un risque de crédit, puisque la plupart des contrats prévoient un remboursement in fine, c'est-à-dire à la fin de la période, et il est en principe prévu que la banque démontre la faute ou la négligence de l'emprunteur pour pouvoir récupérer sa mise. Cette démonstration n'est pas toujours facile. Ceci en ce qui concerne les risques. J'irai en deux mots sur la comptabilité de la finance islamique, pour dire qu'en gros, il y a eu beaucoup de pertinence dans l'évolution qu'ont connue les institutions islamiques sur la question de la comptabilité, puisqu'en gros, ils se sont collés dans le mode des IFRS. En gros, pour faire simple, les banques islamiques ont reconnu dans le modèle IFRS un modèle qui s'adapte tout à fait à leurs besoins en termes de reporting financier. Et en gros, ils vont extrêmement vite, en privilégiant évidemment le principe fondamental des IFRS, à savoir que la substance overform, c'est-à-dire que l'objectif est de veiller à ce qu'il n'y ait pas de dérive sur la contrepartie de ces financements. Il y a une dimension qui reste à développer en matière comptable, et je m'arrêterai là, c'est la dimension éthique et la dimension respect d'un certain nombre de prescriptions, comme par exemple la préservation de l'environnement. Dans ce domaine-là, ce n'est pas que la comptabilité islamique soit en retard, c'est la comptabilité tout court. La comptabilité tout court n'a pas encore introduit la destruction de l'environnement ou la destruction d'un certain nombre d'actifs qui ne sont pas bien mesurés. Donc, je m'arrête là. Donc, on a marché, risque, comptabilité, et je crois que c'est comme cela que ce panel est organisé. Et je donne tout de suite la parole à Sir Alem Idrissi pour nous parler des risques spécifiques.
الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général ISCAE, chers étudiants, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, je voudrais remercier le comité d'organisation, l'ISCAE, le MAALI, je dirais pour cette invitation qui nous permet de traiter d'un sujet qui est à la veille d'amendement de la loi bancaire qui comporte un chapitre sur les banques islamiques, on l'a appelé participatif, je ne vais pas rentrer dans le débat. Le plus important, c'est le sens qu'il y a derrière, au-delà de la terminologie. Et je voudrais, si vous me le permettez, parler de quelques points, de quelques risques qui sont spécifiques aux institutions financières islamiques de manière générale, plus particulièrement aux banques islamiques. Là encore une fois, comme vous avez dit tout à l'heure, le temps ne permet pas de traiter le sujet, je dirais, dans sa longueur, et je n'ai aucune prétention d'exhaustivité sur les points que je vais traiter. Je ne ferai qu'évoquer les problèmes, les problématiques. Je ne ferai qu'évoquer les problèmes, et plutôt que de donner des solutions, je reviendrai à la fin de mon exposé sur deux risques qui me paraissent parmi les plus importants, à la fois au niveau mondial, mais également je reviendrai à la fin sur deux risques qui paraissent parmi les plus importants, notamment le risque de liquidité et le risque de conformité à la charia. Et je conclurai par un petit mot sur une petite réflexion sur ma vision du risque localement pour l'implémentation des institutions financières islamiques au Maroc. Alors, comme vous le savez, toute activité, qu'elle soit financière, commerciale, industrielle, comporte un certain nombre de risques. Et le challenge, c'est toujours d'essayer de mesurer, de quantifier et de mettre en place un certain nombre de stratégies, de produits, de couverture. Et avant de démarrer, donc la finance islamique n'échappe pas bien évidemment à cette logique de gestion des risques. Et je dirais, principalement en économie islamique, en finance islamique, le risque est encouragé, contrairement à quelques idées qui sont reçues. On encourage la prise de risque à condition qu'elle soit mesurée. Donc ça, c'est un premier point. On encourage également l'investissement. Et le principe qui prévaut actuellement dans toutes les théories financières modernes, qu'on appelle soit le principe d'absence d'opportunité d'arbitrage, ou ce que les anglo-saxons appellent le no free lunch, n'est rien d'autre qu'un principe, l'un des principes fondamentaux de l'économie et de la finance islamique, qui est celui de Qaïd al-Fiqhiyat, Kharaj al-Bittaman, le rôle. Si vous voulez gagner sur un projet, sur un montage, sur un produit, tout simplement, il faut prendre le risque. C'est aussi simple que ça. Alors, je commencerai par une petite introduction très rapidement, sur laquelle je passerai assez vite pour rappeler l'importance de la gestion des risques, avant de revenir sur les principaux risques qu'on retrouve dans les banques islamiques et dire quelques mots sur leur mode de gestion, sur ce qui a été proposé. Et encore une fois, poser plus la problématique que donner des éléments de réponse. Je ne vous apprends rien en vous disant que l'économie ou le système économique et économico-financier des 30 dernières années a connu un certain nombre de faillites, de difficultés d'entreprise, mais même quand on se place avant la crise de 2007, il y a eu une instabilité sur les marchés financiers marquée par une très forte volatilité qui a conduit à de nombreuses faillites, à de nombreuses pertes au niveau des institutions, des banques financières et également des compagnies d'assurance, je dirais, généralistes, conventionnelles. Pour ne citer que la perte en 2007 de la Société Générale sur des dérivés actions, sachant que la Société Générale c'est le numéro 1 sur les produits dérivés actions, une perte qui se chiffre à 7 milliards de dollars en 2007, qui équivalait à peu près au 1/10 du PIB marocain. Juste avant, il y avait d'autres pertes qui étaient aussi conséquentes, aussi importantes, de LTCM, des fonds de pension, de banques japonaises. Il y avait également la faillite de la Barings en 1995, une banque britannique centenaire. Il y avait également, dans les années 80, les faillites ce qu'on appelle les saving and loans, qui sont gérées des caisses d'épargne américaines.
Il y a eu pendant les années 90 également la faillite de 7 des 10 principales compagnies d'assurance japonaises. Donc tout ça montre qu'il y avait une certaine instabilité, une certaine, je dirais, du système financier dans sa globalité. Après 2007, les choses ne se sont pas arrangées, au contraire, c'est la crise qu'on connaît encore aujourd'hui, avec des faillites de groupes très importants, des difficultés de groupes très importants. AIG, premier groupe assurantiel au monde, s'était déclaré en faillite fin 2008. Le Trésor avait injecté 85 milliards de dollars, auquel il a rajouté 85 autres milliards de dollars 6 mois après, pour rajouter encore 20 milliards de dollars, multiplié, c'est pas sur les slides. Le plus grand groupe bancaire, Citi, également était en faillite. Le fleuron de l'industrie américaine, General Motors, est également en faillite. Et la liste est vraiment très très longue. Et tout cela pour dire que ces catastrophes financières répétées, cette instabilité des économies, ces crises à répétition, montrent tout simplement au point du doigt l'importance de la gestion des risques liés à ces activités, qu'elles soient financières ou qu'elles soient industrielles. Alors, même avant 2007, il y avait une prise de conscience qui était généralisée, aussi bien au niveau des autorités de tutelle, mais également au niveau des différents acteurs, sur la nécessité de mettre en place des mécanismes de gestion des risques. Donc, au niveau des différents acteurs économiques, banques, compagnies d'assurance, fonds, il y a eu l'instauration, la mise en place d'un certain nombre de fonctions de gestion des risques. Dans les banques actuellement, et contrairement il y a une vingtaine, une trentaine d'années où il n'y avait que le département risque ou engagement qui s'occupait principalement du risque crédit, on retrouve actuellement dans toutes les banques, dans toutes les compagnies d'assurance, des départements ALM, des départements de gestion des risques opérationnels, des départements de risque de liquidité. Donc il y a les spécialisations, les acteurs économiques ont pris conscience de l'importance de cette gestion des risques qui pouvait conduire à des faillites ou qui pouvait conduire à des pertes financières très importantes. De même, au niveau des autorités, il y a eu également cette prise de conscience bien avant 2007, c'était pendant les années 80, où on a eu les recommandations du comité de Bâle. Ensuite, il y a eu Bâle 2, actuellement Bâle 3. Dans le domaine des assurances, il y avait Solvency 2, et il y avait bien évidemment toute une réglementation qui a été mise en place par les autorités de tutelle de chaque pays, notamment les banques centrales. Alors, dans ce contexte, on peut se poser la question, est-ce que les banques islamiques encourent les mêmes risques que les banques conventionnelles? Est-ce qu'il y a des risques qui sont communs, ou bien c'est une activité qui est assez différente, puisqu'on n'est pas sur cette notion de pré-emprunt, entre guillemets, où le taux d'intérêt n'est quasiment, je dirais pas, le pilier, comme c'est en finance conventionnelle. On se pose également, est-ce que dans cette mesure de ces risques spécifiques ou de ces risques des banques ou des institutions financières islamiques, pour rester très large et couvrir également les compagnies d'assurance, les fonds, les sociétés de gestion et tout ce qui rentre dans la finance islamique, est-ce qu'on peut utiliser les mêmes instruments? Est-ce qu'on utilise les mêmes modèles pour mesurer les risques? Et plus généralement, une fois qu'on les a mesurés, est-ce qu'on a des instruments de couverture? Est-ce qu'on peut se baser sur les instruments existants en finance conventionnelle? Ou bien on a à nos dispositions, ou on n'a pas à nos dispositions, les instruments de couverture. Se pose également la question de la réglementation. Est-ce que les banques islamiques sont soumises à la même réglementation que les banques conventionnelles? Est-ce qu'elles sont soumises aux mêmes recommandations, aux mêmes ratios de solvabilité, aux mêmes ratios prudentiels que les banques conventionnelles? Je dirais notamment, ça concerne les recommandations de Bâle 2 ou de Bâle 3. Alors, encore une fois, je n'ai pas la prétention de répondre à toutes ces questions. Je ne fais que poser un certain nombre, je dirais, de problématiques que je souhaite partager avec vous. Alors, quand on parle de risques dans les banques islamiques, dans les institutions financières islamiques, au fait, on fait référence à un certain nombre de risques. Certains qu'on connaît dans les banques conventionnelles, je pense notamment au risque de crédit, qu'on va retrouver dans les contrats de Murabaha, on va retrouver dans des contrats de Salam, on va retrouver également des contrats de Cessna, etc. On a également les risques de marché, qu'on retrouve également au même titre que dans les banques conventionnelles. On a les risques de liquidité, ou d'illiquidité, je reviendrai sur ce risque-là, qui paraît l'un des risques les plus importants, en tout cas pour l'industrie des services financiers islamiques. Ce risque de liquidité qu'on retrouve aussi bien dans les conventionnels que dans les islamiques n'a peut-être pas la même importance, et peut-être qu'il n'apparaît pas, je dirais, de la même manière que dans les banques conventionnelles.
On a tous les risques opérationnels, avec je dirais, la définition du comité de Bâle. On va les risques opérationnels, on va intégrer tous les risques de pertes directes ou indirectes qui vont être liés à des défaillances de processus, de process internes, y compris, je dirais, tous les risques liés au juridique, à l'organisationnel. On a également ce qu'on appelle le risque de référence, et je reviendrai sur ce point-là, ce risque de référence, puisque là aussi, sans rentrer dans je dirais, les avis des comités sharia, ce risque de référence est un risque qui est assez présent dans les banques islamiques, et il fait référence à un benchmarking par rapport à un taux d'intérêt bien spécifique. Vous le savez très certainement, encore une fois, sans rentrer dans les considérations, est-ce que ces produits ont été autorisés ou font l'unanimité ou pas auprès des comités sharia, beaucoup de sukuk qui ont été émis ont été indexés ou benchmarkés par rapport à des taux d'intérêt, notamment par rapport au Libor ou bien à l'Euribor. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un risque de référence. Mais au-delà, je dirais, de ce référencement direct, on a, et ce qu'on va voir, enfin, c'est un deuxième risque sur lequel je vais un petit peu m'attarder, c'est le risque commercial transdaté, qui est tout simplement le fait qu'un déposant ou un client d'une banque islamique qui va toucher une rémunération sur le dépôt d'investissement qu'il a eu, va toujours avoir comme réflexe de se comparer par rapport à ce que donnent les concurrents et par rapport à ce que donnerait également, je dirais, le marché conventionnel. Et implicitement, les taux qui vont être servis par ces banques conventionnelles, par ces banques islamiques, vont toujours se référer, de manière directe ou indirecte, au taux d'intérêt qui va être dans l'économie. Typiquement, une banque islamique qui a des clients qui ont ouvert des comptes d'investissement, c'est-à-dire qui attendent une rentabilité, qui sont prêts à assumer le risque, cette banque islamique, quand elle va vouloir servir le taux de rendement de ces comptes-là, va bien évidemment regarder ce qui se passe, je dirais, chez la concurrence, va regarder ce qui se passe, je dirais, également au niveau des banques conventionnelles, c'est-à-dire elle va regarder un peu le niveau des taux d'intérêt avant de servir un taux qui va rester toujours dans une certaine fourchette qui est acceptable pour le déposant. Alors ensuite on trouve les risques de change, qu'on met également dans les risques de marché, et le risque d'investissement, donc là aussi dont on a parlé tout à l'heure, je dirais, Monsieur le Président, je crois. Donc moi je voudrais focaliser sur deux ou trois types de risques. Le premier, c'est le risque de liquidité. Le second, je l'ai cité, mais on le reverra rapidement, c'est le risque commercial transdaté. Et le troisième, c'est le risque de conformité à la charia. Alors, il y a quelques jours, on a entendu, j'étais dans une conférence, on a entendu quelqu'un, un responsable, nous dire que les gens de charia n'avaient rien à voir avec l'économie ou avec la finance. Je leur parle, ou leur dirais que la finance était pour les financiers, l'économie était pour les économistes, la charia était pour les gens de charia. Et je trouve que c'est quasiment, j'ai presque envie de dire, une aberration, encore le terme est modéré, puisque quand on parle de finance islamique, l'une, je dirais, ou la règle de base, c'est la conformité par rapport à charia. Bien évidemment, tout le monde n'est pas qualifié pour être, je dirais, dans la charia à bord. Les gens, certaines personnes, je dirais, Fora, avec tout le respect qu'on leur doit, sont compétents dans certains, je dirais, nombre de domaines, mais peut-être pas, je dirais, par la partie finance islamique. Et inversement, beaucoup de financiers, parfois en ayant suivi un ou deux cours, ou je dirais 1 ou 2 années à la fac, se prétendent être des gens du comité de charia. Donc là aussi, ce métier-là, je dirais, qui est le comité de charia, qui est pour moi, encore une fois, un risque qui se situe, je dirais, dans le centre, je dirais, du problème, fait référence à des gens qui sont très qualifiés, à la fois sur la partie sharia, notamment fait pour moi la MLS, bien évidemment, mais également ces personnes-là doivent avoir des qualifications sur la partie, je dirais, financière, économique, bancaire. Et encore une fois, je dirais, un comité sharia, peut-être que ça va être, ça vient dans une question tout à l'heure, doit être composé de gens shari'in qui ont des compétences en finance, mais également de financiers, je dirais, qui ont des compétences affirmées, avérées, je dirais, dans le côté Farhan Mohamed. Alors,
Alors, je m'attarderai sur ces trois risques-là, rapide. Risque de liquidité, risque commercial transdaté et risque de conformité à la le risque commercial transdaté, on a dit que les déposants dans les banques d'investissement peuvent participer aux pertes et aux profits que va réaliser la banque pour leur compte dans des investissements ou dans des financements de projets. Alors, cette particularité, je dirais a priori, en termes de résilience, en termes de stabilité du système, va, je dirais, intuitivement conduire à penser que, et même je dirais à juste titre, on a une meilleure stabilité pour, je dirais, les banques islamiques comparativement aux banques conventionnelles. Donc on a un partage des risques, donc c'est l'un des principes encore une fois fondamentaux de la finance et de l'économie islamique, c'est un partage équitable des risques entre les différentes parties prenantes. Donc ça c'est une première particularité qui fait qu'on a, je dirais, une meilleure stabilité pour les banques islamiques. Cependant, ces déposants, encore une fois, qui vont donner, je dirais, ou ouvrir des comptes d'investissement, vont exiger ou vont attendre, de manière plus correcte, vont attendre des banques un rendement. Ce rendement, une fois qu'il devra être versé, va tout simplement faire l'objet d'un arbitrage par ses déposants. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est moi en tant que déposant, je mets mon argent chez une banque islamique, je m'attends à un rendement. Encore une fois, le taux qui va être servi par cette banque islamique va être comparé par rapport aux banques islamiques concurrentes, mais également par rapport à un taux de référence, je dirais, qui est le taux d'intérêt ou le taux, je dirais, un taux de référence sur le marché monétaire. Et donc, de là naît un risque pour les banques islamiques qu'une partie des déposants décident de récupérer leurs dépôts et d'aller vers d'autres banques islamiques ou conventionnelles. Ce risque-là, qui est tout simplement un risque commercial, on l'appelle transdaté parce qu'il fait intervenir aussi bien, je dirais, des postes classiques que des passifs, en termes notamment de risque. Ben ce risque-là est un risque, je dirais, de non-compétitivité, entre guillemets, de la banque islamique, et c'est un risque qui est un risque important qu'on ne retrouve pas dans les banques conventionnelles. Donc c'est un risque qui est spécifique aux banques islamiques. La deuxième catégorie de risques, c'est les risques de liquidité. J'ai mis un S parce que, bon, comme vous le savez très certainement, on n'a pas un seul risque de liquidité, mais il y en a plusieurs. Il y a le risque de refinancement et on a le risque d'illiquidité des emplois, auquel se rajoute un risque de surliquidité, c'est-à-dire de cristallisation, dans le cas quand la banque dispose, ou quand l'entreprise de manière générale dispose de fonds qu'elle n'arrive pas à placer, ou qu'elle n'arrive pas à placer dans des conditions, je dirais, optimales. Le cas par exemple d'Apple, qui a actuellement, je crois, dans les 70 milliards de dollars, qu'elle n'arrive pas à placer dans des conditions qu'elle juge opportunes. Donc, ce risque de refinancement, je m'attarderai principalement sur le premier, ce risque de refinancement est d'une importance capitale pour les banques islamiques, puisque, vous le savez, dans les banques conventionnelles, il y a un marché interbancaire, donc il y a un refinancement chaque jour, les banques calculent ce qu'on appelle la PONA, la position ouverte acheteuse. Ensuite, si la banque est dans une situation excédentaire, elle va placer sur le marché interbancaire, sur le marché monétaire auprès d'autres confrères, sur des maturités qui vont du JJ, c'est-à-dire sur 24 heures du jour le jour, jusqu'à des maturités beaucoup plus longues. Si la banque a par contre un besoin de liquidité, ben elle va se refinancer facilement sur le marché interbancaire aux conditions de marché. Un marché interbancaire est basé bien évidemment sur le taux d'intérêt. Les prêts, les emprunts, le placement des excédents et le refinancement se fait avec un taux d'intérêt, bien sûr, qui est interdit en finance islamique. Et se pose cette problématique, comment doivent faire les banques islamiques ou les institutions financières islamiques pour se refinancer à court terme ou pour placer leur excédent à très court terme. Ça, c'est un problème, je dirais, actuel au niveau mondial, et je dirais un petit mot sur ce qui est en train d'être fait. Je passe les risques de liquidité des emplois. Ce risque de liquidité crée également un autre problème au niveau de la banque islamique, puisque pour éviter, parce qu'il n'y a pas d'autre alternative, d'aller emprunter sur le marché interbancaire, les banques islamiques, par mesure de sécurité, vont essayer de garder des excédents de trésorerie. Vont essayer de garder
je dirais, des liquidités disponibles pour faire face à des besoins, je dirais, à court terme. Le fait de garder beaucoup de liquidités sans être placées, ça conduit bien évidemment à une perte de compétitivité par rapport, je dirais, aux banques conventionnelles. Donc là aussi, ce risque de refinancement se traduit également par un risque de perte de compétitivité de ces banques-là dans le système financier. Les risques liés, je dirais, à la conformité des produits par rapport à GR. Alors, ces risques de conformité, que ce soit de produits, mais également de montage financier, qui soit structuré, ou même de montage relativement simple, mais également de process, parce que là aussi, la conformité ne s'arrête pas uniquement à un produit, c'est toute la mécanique, c'est tout le process géré de la banque. Ce risque de conformité est d'une importance capitale. Je ne prendrai pas l'exemple local que vous connaissez tous, et la question qu'on nous a posée tous très souvent et qu'on vous êtes très certainement posée, est-ce qu'une société de financement qui commercialise un produit islamique ou participatif ou alternatif, est-ce que ce produit-là est conforme cher? La réponse est très simple. Pour dire qu'un produit est ISO 9001, j'ai besoin d'un cachet, je dirais, d'un cabinet spécialisé dans la certification. Pour me dire que les comptes d'une banque, d'une société sont certifiés, là j'ai bien évidemment besoin d'un cabinet pour me dire que les comptes sont certifiés, j'ai besoin d'un commissariat au compte. Est-ce que cette société de financement a un Sharia board qui me certifie que le produit est conforme Sharia board? La réponse est très simple. Je ne suis pas qualifié, je ne suis pas Sharia board, je n'ai pas les compétences pour pouvoir dire si ce produit est halal ou haram. Je peux donner des éléments pour faciliter le travail des autorités Sharia, mais pour que le produit soit conforme Sharia, il faut tout simplement, je dirais, qu'il soit validé par un comité Sharia. Et donc ça, je dirais, c'est une condition sine qua non, je dirais, pour pouvoir commercialiser ces produits. Alors, le risque qui est également lié, donc il est rajouté à la fin, c'est un risque lié aux ressources humaines. Le kiff tout à l'heure de ces ballonniers ou le bhal, ça c'est quelque chose qui revient très souvent. Malheureusement, moi je le dis, mais vraiment de manière assez amère, c'est que en côtoyant un certain nombre de responsables de banques et bon nombre de personnes que j'ai rencontrées ne sont pas convaincus, je dirais, du bien fondé de la finance islamique. Ils sont convaincus qu'il faut lancer des produits islamiques parce qu'il y a une demande, c'est un produit commercial. Mais ils ne sont pas convaincus du bien fondé, je dirais, de la finance islamique, des principes. Pour eux, c'est l'habillage, c'est le maquillage également, marketing. C'est un produit, c'est-à-dire un produit murabaha, pour eux c'est exactement la même chose qu'un crédit conventionnel. Vous allez me dire où est le risque, puisqu'il y aura un Sharia board qui va certifier. Enfin, le risque tout simplement c'est de donner une mauvaise image, de gérer des produits. Le risque c'est de pénaliser l'industrie. Le risque, je dirais, dans une banque qui commercialise des produits islamiques, que le responsable ou l'un des responsables disent, je dirais même si ce n'est pas ouvertement, que ces produits-là sont tout simplement, je dirais, des produits marketing. C'est gérer toute la crédibilité quasiment qu'on met derrière cette industrie qui va être pénalisée. Alors, je pense que je ne vais pas trop m'attarder. Je voudrais juste revenir sur donc, les risques. Il y a beaucoup de risques qui sont identiques aux risques conventionnels, des banques conventionnelles, notamment les risques de crédit, même s'ils n'apparaissent pas aux mêmes endroits. On a des risques de marché également qui apparaissent dans les contrats islamiques, que ce soit des contrats, je dirais, de murabaha, des contrats de salam, etc. On a également des risques, je dirais, opérationnels qu'on retrouve, mais on a des risques qui sont spécifiques. J'en ai cité, je dirais, 3. Le risque commercial transdaté, le risque de liquidité qui apparaît également dans les banques conventionnelles, mais qui est assez différent et assez spécifique au niveau des banques islamiques. On a le risque de conformité sharia, qui est également, je dirais, un risque qui est très important, et finalement un risque de réputation lié aux ressources humaines. La question, qu'est-ce qui est fait? Comment on peut gérer ces risques-là? Là aussi, quelqu'un posait la question, est-ce que je peux utiliser une sensibilité ou une duration dans un calcul de risque? Là aussi, ou un modèle de VaR, une value at risk, ou un modèle qu'on trouve dans les banques conventionnelles, ou qui sont tout simplement autorisés ou recommandés par les autorités de tutelle. Là aussi, il ne faut pas mélanger les deux choses. La sensibilité, c'est tout simplement
façon de calculer, c'est un calcul. Une VAR, c'est une matrice de variance-covariance. Il ne faut pas mélanger l'instrument statistique, l'outil statistique qui permet de mesurer aussi bien une sensibilité, mais qui mesure également autre chose, avec la conformité au nombre du produit. Utiliser la VAR, c'est un produit statistique. Utiliser les dérivés, on n'est pas en train de dire que les dérivés sont halal ou haram. Les dérivés, c'est un produit, mathématique, un instrument mathématique que vous pouvez utiliser pour mesurer le risque, comme vous mesurez l'intensité, par exemple, je sais pas moi, de courant. Donc, ça aussi, distinguons un peu les choses. Donc, en termes d'instruments, il n'y a pas, de limitation. Les instruments principalement utilisés dans les modèles de gestion de risque, dans les instruments de gestion de risque, sont des instruments mathématiques. C'est des dérivés, c'est des matrices de variance-covariance, c'est un certain nombre de modélisations, c'est de l'optimisation mathématique. Donc il n'y a pas de raison de l'utiliser dans la mesure des risques islamiques, à condition de respecter, ou de respecter dans ce qui est mesuré, la conformité à la charia. Alors, le processus de gestion des risques en finance islamique, pour les institutions financières islamiques, il est le même que celui qu'on a pour les institutions financières conventionnelles. C'est toujours un processus itératif en 4 étapes. Il y a une première étape qui concerne l'identification des risques, avec, une mesure exhaustive, tout dépend, de l'activité dans laquelle on est. Ensuite, il y a une hiérarchisation, il y a une quantification, des risques, à travers ces modèles ou ces instruments dont on parle. Ensuite, il y a une hiérarchisation, parce qu'on ne va pas suivre quasiment tous les risques qu'on trouve dans une banque. La plupart des banques qui ont fait ou qui ont assuré des missions de cartographie des risques ont dans leur cartographie plus de 700, 1000 risques dans certains cas. Donc bien évidemment, on ne va pas suivre tous ces risques-là, il faut les hiérarchiser. Ensuite, on met en place un certain nombre de techniques, de méthodes de couverture, de suivi. Et bien évidemment, il y a la partie contrôle reporting qui suit. Alors, très rapidement, le risque de liquidité dont on a parlé, qui revêt un caractère très particulier dans les banques islamiques, la problématique vient du fait qu'on n'a pas un marché interbancaire islamique. Le fait également pour les banques, pour gérer ce risque-là, d'avoir suffisamment de liquidité dans leurs ressources, les pénalise dans leur gestion ALM et également dans leur gestion de rentabilité. Les certains produits qui ont été initiés au niveau de la Malaisie, qui a initié un marché interbancaire local il y a quelques années, la plupart des produits qui sont utilisés ne font pas l'unanimité auprès des comités sharia. Le fait également, le marché de liquidité est impacté par le fait qu'il n'y a pas de marché secondaire sur lequel on peut céder des actifs, où il n'y a pas de marché secondaire actif et organisé. Et gérer ce risque-là, encore une fois, pour un certain nombre de spécialistes, c'est un risque majeur qui freine le développement de l'industrie des services financiers islamiques. Si on ne met pas toutes les plateformes nécessaires, la réglementation nécessaire pour faciliter la création d'un marché interbancaire, les banques islamiques auront toujours un problème à la fois de placement de leur excédent, d'accès à la liquidité et de performance. Alors, je conclurai juste, si vous me le permettez, donc il y a, de toute façon je remettrai la présentation au comité d'organisation, pour ceux que ça intéresserait. Il y a l'IFSB qui est une institution qui est chargée de mettre en place les règles, les normes prudentielles, les normes de bonne gouvernance, c'est un peu l'équivalent du comité de Bâle, basé à Kuala Lumpur, qui a été créé en 2002 par un certain nombre de banques centrales et qui fait un excellent travail. Ça a été souligné tout à l'heure par Sivaroni. Ils font un excellent travail en termes de mise en place de réglementation prudentielle. Je vous invite à consulter leur site. Donc, ils édictent des normes aussi bien pour l'activité bancaire, mais également pour les marchés des capitaux, pour l'assurance des cafoul et de manière générale pour les institutions financières islamiques. Alors, je conclue sur la partie gestion des risques. Donc, je n'ai pas eu le temps de parler. Il y a un marché interbancaire supranational qui est en train d'être mis en place au niveau de la Malaisie à Kuala Lumpur. Donc, il a été initié en 2010. Il n'est pas encore opérationnel. C'est l'initiative de 13 banques centrales. C'est IILM, c'est International Islamic Liquidity Management. Donc, ce centre-là se veut être une sorte de plateforme qui collecterait les excédents et qui, à travers un certain nombre de produits et un certain montage, qui permettrait de jouer un rôle de pivot dans la gestion du marché international islamique.
interbancaire international islamique. Alors je conclurai par la chose suivante. En finance conventionnelle, on a l'habitude de dire que la partie risk management est relativement bien maîtrisée, que les modèles tournent bien, qu'on a des instruments. Là aussi, connaissant un peu le secteur risque management conventionnel, on est très loin de maîtriser quoi que ce soit. Il n'y a qu'à voir les crises qui se sont produites. Il y a énormément de produits dont on a parlé, qui ont été évoqués tout à l'heure, qui sont normalement des produits dérivés ou des dérivés structurés ou des CDS, pour lesquels on n'a aucune idée des indicateurs de risque. On n'a aucune idée du modèle qu'il faut mettre en place. Mieux que ça, beaucoup de banques commercialisent des montants structurés dérivés pour lesquels on n'est même pas sûr de la valorisation du prix. C'est comme si on vendait un produit et on n'a aucune idée sur le prix. Donc ça, je dirais, même si on dit qu'on a des modèles qui sont là, moi je dis, s'il y a peut-être une chose où la finance conventionnelle, les banques conventionnelles n'ont pas à faire de leçons de morale, on va parler d'expérience et d'expertise, c'est bien, je dirais, au niveau, je dirais, de la partie risque ou gestion des risques. Ceci dit, là aussi, dans la finance islamique, pour les institutions financières islamiques, la gestion de risque est encore à l'état embryonnaire. Donc il y a les grands principes de l'IFSB. On cherche la partie identification et la partie également quantification n'ont fait que commencer. On arrive à identifier, mais c'est beaucoup plus dur de mesurer, de quantifier. Les produits de couverture n'existent pas encore. Ceux qui existent, qui sont commercialisés en Malaisie, encore une fois, ne font pas l'unanimité auprès des charia à bord. Et je dirais, il n'y a qu'une seule solution, c'est le dernier point, c'est qu'il faut innover. Il faut sortir, je dirais, un certain nombre de produits qui soient conformes au charia. Et je vous remercie. Merci, je remercie Céline pour son brillant exposé. Moi, je retiens une idée centrale, c'est qu'il a posé beaucoup de questions. Et effectivement, nous sommes dans un domaine où nous sommes en fait